Cette semaine ont été publiés les chiffres de la consommation de cet été. En Israël, on a consommé 78 milliards de shekels. C'est un chiffre historique qu'on n'attendait que pour 2025. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va parler des chiffres historiques de la consommation en juillet et août. Apparemment, ça bat tous les records. Effectivement, en Israël, cet été, en juillet et août, les Israéliens ont consommé pour 78 milliards de shekels. C'est impressionnant. C'est un chiffre que, suivant les économistes et prévisions, on ne devait atteindre qu'en 2025. Voilà. Maintenant, vous allez tout de suite me dire, oui, mais l'inflation est passée par là. On a beaucoup plus d'inflation qu'avant. Est-ce que vous me parlez aussi d'une augmentation physique de la consommation et pas seulement due à l'inflation? Oui. Et la réponse est oui. Les chiffres à ce moment-là qui sont sortis dans la presse cette semaine sont impressionnants. Une augmentation de 45% par rapport par exemple, de produits achetés à l'étranger par rapport à la période de 2019, c'est-à-dire la période avant le Covid. Et ça, on n'a pas eu 45% d'inflation depuis. Il y a eu, par exemple, aussi, surtout sur le online, 262% d'augmentation de demande de restaurants sur le online. C'est aussi quelque chose qui est impressionnant et qui remonte qu'aussi ce secteur-là a repris... Mais alors, qu'est-ce qui explique ? Qu'est-ce qui explique ? Il y a l'après-Covid, c'est-à-dire les gens... L'après-Covid, il a bon dos, ça fait déjà un bout de temps qu'il y a l'après-Covid. Oui, mais les gens ont eu beaucoup d'argent pendant la période du Covid, donné par l'État. Et donc, il y a de l'argent qui s'est accumulé, on en avait parlé, les comptes courants sont très très remplis. Et les gens ont besoin de se faire plaisir par rapport à ce qui est avant. Maintenant, on manque pas. Je voudrais dire, j'étais maintenant en Europe, j'étais en France, à Strasbourg notamment, et à Paris un peu, et j'ai parlé avec les gens, à part qu'ils écoutent nos émissions, bien sûr. Ouais. À part ça, je parle, déjà. Que ça soit d'ailleurs la communauté juive aux gens, aux chauffeurs de taxi et tout ça, il y a en Europe une inquiétude très importante qu'il n'y a pas ici. C'est-à-dire, ici, on ne parle pas de récession, ici, on ne parle pas de la fin d'abondance, et ici, on pense qu'on n'aura aucun problème à chauffer en hiver. Maintenant, ce que les politiques disent en France, et ça va sur la population française, c'est que ça va être très dur. On prépare les gens à une période très dure. Ils parlent de crise de l'énergie, par exemple, bien plus importante qu'il y a eu dans les années 70. Ah oui. Et ça, on ne le voit pas en Israël. Ce qu'on voit en Israël, c'est, on le dit souvent, de la vie chère qui était d'ailleurs avant, mais une inflation, bien sûr, plus importante qu'on voudrait l'avoir au-dessus de 5%. Mais encore une fois, en Europe, c'est beaucoup plus important. En France aussi, les prix ont augmenté. Et bien sûr, pour celui qui vient d'Israël, qui a des shekels et qui doit dépenser son argent en euros, alors tous les repas au restaurant ne paraissent pas chers. À ce niveau, je voudrais juste rajouter encore quelque chose. C'est l'euro, surtout par rapport à ça qui intéresse nos auditeurs, a eu un rebond ces derniers jours. Il était de 2,25, il est presque parti à 2,40. Seulement, c'est le shekel qui s'est surtout relativement baissé par rapport aux autres monnaies, surtout par rapport au dollar, qui est revenu au-dessus de 3 shekels 40. Et comme je dis souvent, il s'agit de mouvements de court terme, de spéculation, dus à une baisse très importante, de nouveau, et continue des marchés financiers, qui fait que les institutionnels, les investisseurs, sont obligés d'acheter énormément de dollars, et ça, c'est quelque chose qui est à court terme. Et je dis aux gens qui ont de l'euro, moi, je ne spéculerai pas sur une hausse très importante de l'euro, surtout par rapport au shekel, dans les prochains temps. Allez, on va passer à un deuxième sujet important, le marché du travail, avec un plein emploi. Là aussi, encore des données extrêmement favorables. On y était presque déjà avant le Covid. On est revenu à ce plein emploi, et avec tout de même un bémol, baisse des salaires réels. Oui. D'abord, point de vue du plein emploi. Vous dites, on est revenu à la situation avant Covid, mais avec une population plus importante. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui étaient en travail en Israël en tant que salariés
on a dépassé maintenant les 4 millions de personnes qui travaillent. Donc ça, c'est à dire. Et c'est dû, encore bien entendu, à ces chiffres que nous avons dit avant de la consommation. Il y a le plein emploi, il y a beaucoup de secteurs qui donnent des offres, et donc c'est pour ça qu'on a cette situation-là. Maintenant, je voudrais d'ailleurs dire, encore une fois, on dit souvent, il y a une crise dans la haute technologie en Israël. Eh ben, les chiffres sont sortis, il y a une augmentation de 10% des postes dans la haute technologie en Israël et de 8% du salaire. Maintenant, donc, il n'y a pas de crise en Israël. Il y a des entreprises comme dans le monde entier qui limogent dans le secteur de la haute technologie. Et il y a des secteurs qui recherchent encore des gens. Mais d'un côté, il y a d'autres entreprises de la haute technologie qui, eux, réembauchent. Et on voit les chiffres, comme je vous ai dit, en net, ça fait une augmentation de 10% en plus. Maintenant, concernant les salaires. Alors, effectivement, on est 12 500 shekels en ce qu'on appelle le salaire moyen. D'ailleurs, il faut dire, le salaire que les Israéliens reçoivent est beaucoup moins important parce que beaucoup reçoivent beaucoup moins que ça. C'est en statistique, ça ne veut rien dire le salaire moyen. Et effectivement, ça c'est un problème, que le salaire n'augmente pas, a augmenté de 1%. Et bien entendu, au point de vue de ce qu'on appelle, si on a le salaire réel, ce que les gens veulent déduire de l'inflation, on a une baisse très importante du salaire réel des Israéliens. Et c'est un problème, parce qu'encore une fois, lorsqu'on entend que les intérêts remontent, que les prêts hypothécaires sont à rembourser, ça pose un problème de stabilité des crédits. Et on parle même de 5% maintenant de la population qui n'arriverait plus à rembourser ses crédits ou les prêts hypothécaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra y remédier. J'espère que le nouveau gouvernement fera une politique qui permettra aux salariés d'avoir une augmentation des salaires au-delà de l'inflation. Troisième titre que vous avez glané dans la presse économique, celle-ci critique la fameuse mise en application de la route 16. Alors cette route 16, c'est celle qui relie là, depuis la semaine dernière la ville de Motza, donc en contrebas de l'autoroute de Cuichéchad, et vers l'intérieur de Jérusalem. Je l'ai personnellement emprunté, c'est assez beau, c'est assez impressionnant, mais effectivement au bout du rouleau, là-bas, au bout du tunnel, eh bien, il y a toujours un petit problème. Voilà, exactement. Plusieurs choses. D'abord, vous avez dit une ville, Motza, je ne sais pas si vraiment c'est une ville, ceux qui connaissent, c'est un village, je dirais plutôt. Maintenant, effectivement, je l'ai emprunté d'ailleurs aussi. Effectivement, par exemple, de Arnov pour aller jusqu'à Kivat Mordechai, ça ne met plus que 5 minutes. Mais la presse économique a fait deux critiques à ce niveau-là. D'abord, 3 milliards de shekels ont été donnés sur ce projet-là. Et qu'est-ce que ça fait? Encore plus de voitures dans Jérusalem, encourager les gens à prendre en voiture, alors que on sait, et je viens d'ailleurs de France, par exemple à Paris, on est très dur par rapport à les gens qui ont une voiture privée, ça devient vraiment la galère. Et dans tous les pays, on donne énormément d'argent, beaucoup plus à le développement de transport en commun. Et ça va en l'encontre de ça. Mais, point de vue de ce qu'on vient de dire, effectivement, ils ont dit que ça se termine dans un feu rouge. Et donc, à ce moment-là, à la fin du tunnel, pour ceux qui étaient, ça va encore plus lentement qu'avant. Et en plus de ça, c'est que il y a des endroits en Jérusalem qui n'avaient pas des problèmes d'embouteillage, comme Herzog ou Mecca Matzleva, on appelle ça. Ouais. Et que maintenant, les embouteillages qu'il y avait avant, ils les ont à ce moment-là. Ouais. Et moi, je peux vous dire, puisque ce matin, j'étais en retard un peu, il y a d'autres endroits, je pensais même, sur la rue Kalfen-Charim ou d'autres, il y a des travaux énormes encore. Ouais. Et j'ai vu d'autres endroits où d'ailleurs, il y avait beaucoup plus d'encombrement qu'avant. Donc, je ne sais pas si ça valait le coup de faire ce projet-là. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la presse économique qui est assez dure à ce sujet. Alors, dernier point, on va parler de l'aéroport Ben Gurion qui va s'agrandir et se moderniser, on va dire. Hein. Donc, moi qui ai fait le voyage, je veux dire aux gens, je ne sais pas ceux qui ont voyagé, c'est formidable maintenant pour les passeports, on n'a plus besoin de faire la queue et on peut faire ça en digital. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire, c'est que Ben Gurion a fait une annonce hier que dans l'année prochaine 2023, il va construire dans le terminal 3 un nouvel air qui va comporter encore 25 possibilités de ce qu'on appelle de check-in qui seront entièrement digitalisées. Vous savez, quand on arrive, on doit de toute façon attendre avec plein de gens, placés devant des gens qui vous posent des questions et tout ça. Ça sera terminé dans cette nouvelle ère, ça sera automatiquement digitalisé et ça ira beaucoup plus vite.
Donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est dû d'ailleurs à l'augmentation impressionnante des gens qui sont passés par Ben Gurion cet été. Plus de 2 millions en juillet, août 2 millions 2. On parle sur toute l'année de 18 millions de personnes. Dernière remarque, j'aime toujours faire gagner de l'argent aux gens. J'ai voyagé avec Transavia au retour. Et Transavia a eu, la semaine dernière, je vous ai entendu, 52 heures de retard. Moi, j'avais pas eu 52, j'en ai 6. Maintenant, quelqu'un qui est dans l'avion... 6, c'est tout déjà beaucoup. Même énorme. Alors, sachez que ça intéresse beaucoup les Israéliens. Dans toutes les compagnies qui sont, par exemple, comme Transavia, qui ont du retard de plus de 3 heures, qu'on va d'Israël en Europe ou d'Europe en Israël, obligatoirement, la loi demande une indemnisation automatique de 400 € à chaque passager. Nous, on est venus nous faire remplir les formulaires, les hôtesses sont venus nous faire pour avoir, mais il y a aussi un lien Internet où il est possible de faire la demande et de pouvoir avoir ces 400 €. J'ai dit, moi, que c'est bien, ça m'a payé mon voyage aller-retour. J'aurais aimé ne pas être en retard, mais de toute façon, il vaut mieux prendre les choses du bon côté. Eh bien, merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour cette revue sur les chapeaux de roue, on peut le dire, ce matin. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu, d'avoir fait le déplacement comme chaque mercredi.